Alors on va tous se détendre, j'ai une explication. Je sais très bien qu'il y a eu des films bien pires en 2025, mais j'ai pas envie de mettre en avant des films mauvais comme cet affreux étron insupportable, irrespectueux et débile qu'est Tronares. J'aime bien Mozart, mais j'aime aussi Dépêche Mode. C'est vraiment la pire réplique que j'ai jamais entendue. Quoi qu'on en dise, l'année 2025 a été riche, notamment dans le cinéma d'horreur. Sinners, Bring Her Back, The Ugly Stepsisters, plein de propositions aussi fun, dérangeantes que prenantes. Mais il y a un film qui a cristallisé toutes les attentes. Un film intrigant et mystérieux qui a marqué le public. Et qui, moi, m'a assez frustré, voire même énervé. Alors que c'est plutôt bien. Weapons, ou évanoui en français, ou Heure de disparition en québécois, Je vous aime tellement les Québécois. est un des films qui a défrayé la chronique en 2025. Un succès surprise, acclamé et récompensé, et qui encore aujourd'hui a marqué les esprits. Et moi, bien sûr, quand je l'ai vu au cinéma, je n'ai pas vraiment aimé. Ni même compris le film. Sans doute que ton incompréhension de cette œuvre vient de ta vacuité culturelle notoire et de ton absence assez flagrante de culture cinématographique, car en t'observant, il est clairement facile de ressentir un manque édifiant d'esprit critique et de capacité d'analyse. Mais t'as pété un câble? Fichtre, depuis que j'ai fait l'acquisition de ces lunettes, ma diction a changé. Attendez. Bah tu dis ça parce que t'es une grosse merde en fait. Ah, merci, là je te retrouve. Attends, c'est pas sympa. En fait, le souci, c'est que j'ai eu des attentes démesurées pour ce film. Le teaser, qui est sorti de nulle part, m'a fracassé le crâne, tellement la promesse et l'esthétique étaient folles. Ce film est réalisé par Zach Gregor, qui a attiré l'attention des studios après son premier film Barbarian. Et même lors de sa pré-production, Weapons a été convoité par tous les grands noms des studios d'Hollywood. Ça a été un bordel monstre, qui s'est à peu près passé comme ça. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va commencer les enchères là. Allez, c'est parti. Pardon, une question d'abord. C'est qui ce mec? Coucou. Lui, c'est le réal et il a fait un super film et donc il vend le scénario de son prochain film. Enfin, voilà, quoi. C'était quoi le premier? Je sais pas, je l'ai pas vu, je m'en fous. Donc, on commence les enchères à 5 millions. Alors non, ça commence à 20 parce qu'en fait, j'aimerais bien avoir 10 millions pour mon travail de réalisateur, 5 pour mon travail de scénariste, et si je peux avoir le Final Cut, voilà, je dis ça comme ça. Non mais oh, ça va les chevilles là, 2 secondes, oui. Nous on veut bien, hein. Toi, ta gueule. Donc, on commence à 20 millions, c'est bien ça? On part sur 30. 35. 36. 38 et c'est notre dernière offre. 38 Et un sandwich au poulet. Vendu. Et c'est New Line qui récupère le projet. Bravo, messieurs. Oui, allô? C'est Jordan Peele. Oui, oui, pas de souci. Oui, Alors? on est tous virés. C'est dur mais juste. Et donc, après tout ce bordel, le film sort en août 2025. C'est un carton, une des plus grosses surprises de l'année. La critique et le public sont conquis. Mais dans un petit patelin près de Paris, un petit cinéphile et irréductible se confronta à la populace pour émettre une opinion contraire. Et même si je l'ai revu une deuxième fois pour l'occasion, et que j'ai un peu plus apprécié, je suis toujours pas fan de Weapons, alors qu'il regorge d'idées et de scènes incroyables. Donc voilà, j'ouvre la porte du débat, vous êtes le bienvenu, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, dans la joie et la bonne humeur. On parle de film, hein. On n'est pas obligé de s'insulter à chaque fois qu'on parle de cinéma. D'ailleurs, en parlant de ça, vous savez que j'ai créé un podcast avec François? Coucou! Ça s'appelle Deux débiles parlent de cinéma. Ça veut tout dire. Un podcast où on parle des films qu'on a pu voir au cinéma ou rattraper. Dans une ambiance bon enfant, tranquille, avec de l'actualité, des jeux, pas mal de conneries. Beaucoup de conneries en fait. Un doigt. Dans ton cul! J'ai bien aimé. C'est un projet qui nous tient énormément à cœur et on a envie de partager nos discussions avec vous sans se prendre la tête et en s'amusant. C'est disponible partout, tous les liens sont dans la description, alors n'hésitez pas à aller voir, ça nous fera plaisir. Vous pouvez également retrouver mon podcast Caméflex sur toutes les bonnes plateformes. Attends, t'as fait quoi de François, toi? Rien du tout. Le film s'ouvre sur la voix d'une petite fille qui nous pose l'ambiance directe. Cette histoire est une histoire vraie. Ah bah alors, on veut se la jouer Fargo? Attends, tu vas t'arrêter dès la première réplique et sur chaque détail du film là? Non. Pourquoi dire que c'est une histoire vraie alors que le réal a dit que c'était faux? Évidemment, il s'est inspiré de sa vie personnelle comme tout bon scénariste qui se respecte. Mais ça n'en fait pas une histoire vraie pour autant. Eh bien, soit comme les frères Cohen pour mieux accepter le récit aux spectateurs, ou justement dès le départ, brouiller les pistes et enfumer les spectateurs pour qu'ils perdent leur repère. Une méthode plutôt efficace pour nous impliquer dans le récit. Mais oui, bon d'accord, je ne vais pas revenir sur chaque détail, pardon. La petite fille nous explique que dans une petite bourgade aux États-Unis, il s'est passé des choses étranges. Un mercredi, les élèves de la classe de Justine Grandy ont tous disparu, à l'exception d'Alex. On apprend ainsi que la nuit précédente, tous les autres enfants, précisément à 2h17, se sont tous enfuis de leur maison en T-pose vers une destination inconnue. Et cette intro est dingue. Déjà, ce qui est cool, c'est qu'on perd pas de temps à installer le récit. On entre directement au cœur du sujet, et de quelle manière? Toute l'esthétique qui entoure cette disparition est incroyable. Avec ces enfants qui volent tels des fantômes ou des âmes errantes. Le jeu des silhouettes est terrifiant, et nous fait poser un milliard de questions.
Pourquoi 2h17? Pourquoi ces enfants? Pourquoi est-ce qu'ils courent comme ça? Et vers où? La promesse est folle. Et le réel nous embarque dans une histoire qui risque de nous surprendre autant qu'elle nous perturbera. Si je peux juste pinailler sur 2 choses, vous le voyez, la réalisation globale du film est très maîtrisée. On sent que le réel et le chef-op apportent une mise en scène ultra minutieuse et précise. Mais je trouve parfois qu'elle abuse un peu trop des travelling et des mouvements. Quand on sait que c'est le chef opérateur derrière Everything Everywhere, je suis pas étonné de la qualité et de la variété dans la mise en scène. Ça fonctionne, mais je trouve que ça atténue légèrement l'atmosphère pesante par moment. Ça manque de plans fixes ou de plans plus lents pour poser le rythme. Ensuite, la musique Beware of Darkness de George Harrison, qui est utilisée ici, est bien choisie au vu de son titre. Mais je trouve ça quand même un peu facile et pas très original d'utiliser un needle drop ici. Les blockbusters américains en abusent. J'aurais aimé qu'ils gardent les compositions des frères Holiday et de Zach Rager, qui a participé à la musique aussi. Il y avait une connotation proche de la musique de Disaster Piece, qui était plus raccord à mon goût. Le compositeur de It Follows et de Hyper Light Drifter, entre autres. Ah non, tu peux pas critiquer un film sur ce que tu j'ai as envie de voir. voir. Oui, je sais, mais fallait que ça sorte. Cette disparition fout le bordel. On interroge le rescapé, on fouille partout, on élude toutes les pistes, rien n'y fait, les policiers ne trouvent rien. D'où cette phrase que nous dit la petite fille au début. Parce que la police et tous les gens haut placés de cette ville étaient tellement gênés de ne pas avoir réussi à résoudre l'affaire qu'ils ont préféré l'étouffer. Quand on sait ce qu'il se passe dans le film, on comprend pourquoi. S'il vous plaît. Nous avons les meilleurs agents sur le coup et nous allons résoudre ce mystère dans les plus brefs délais. Regarde que je fume l'avion. Vraiment les meilleurs. Après un mois d'enquête acharnée, l'école réouvre avec une réunion de parents d'élèves. Et notre histoire commence réellement ici. Tous les parents d'élèves accusent Justine de savoir quelque chose. Mais je suis innocente. Vous voyez bien qu'il y a un enfant là à rescaper. Vous avez pas vu comment il est bizarre? Non mais posez-vous les bonnes questions, bon sang! Elle a l'air space, la prof, un peu. Ouais, je crois qu'elle glouglou le matin du café. Tout le monde accable Justine. On ressent à travers ses yeux toute la pression qui pèse sur elle. Ce fardeau sur lequel elle a aucune main mise. C'est bouleversant et on ressent toute sa tristesse à travers le jeu de Julia Garner qui est incroyable dans le film. Et c'est pour ça qu'elle part noyer son chagrin avec une bonne bouteille de vodka. Elle rentre chez elle et se fait harceler par des inconnus. Oh non, me dites pas que c'est un film à jumpscare! Si vous me connaissez, je déteste les jumpscares. C'est un outil beaucoup trop facile qui n'est pas là pour faire peur, mais juste surprendre. Et je trouve ça plus désagréable que effrayant. Mais quand on sait l'employer, quand on sait jouer avec les codes, c'est efficace. Et ici, il faut dire ce qui est. C'est ultra maîtrisé. Zach Rager joue sur l'inattendu et sur les fausses pistes pour nous surprendre, mais également avec une esthétique très marquée et contrastée. Mais je trouve quand même que parfois, il abuse des notes musicales stridentes et trahit ses effets par un silence plombant juste avant. Pour reprendre les paroles d'un copain, un bon jumpscare, c'est quand tu peux ne pas mettre de son et qu'il est tout aussi terrifiant. En tout cas, c'est ma lecture de la chose. Et ici, effectivement, la plupart de ces jumpscares fonctionnent sans musique. Sauf que les effets sonores gâchent tout. Pour la plupart, c'est efficace, mais parfois, c'est gratuit et trop facile. Faites confiance à votre mise en scène et à l'image plus qu'au son par rapport au jumpscare. Vous n'avez pas besoin d'artifice pour marquer le spectateur. On découvre que la voiture de Justine a été vandalisée, et avant d'aller porter plainte, elle repart à l'école et se fait virer. Pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux que vous preniez vos distances. Attends, elle se fait suspendre alors qu'elle a rien fait? C'est pas une réaction un peu exagérée? En même temps, la Justine, elle a pas l'air nette non plus. Bon écoutez, la situation est particulière. Il vaut mieux que vous restiez écartés pendant un moment. Mais moi aussi, je suis perturbée par toute cette histoire. Personne ne se préoccupe jamais de moi. Je demande juste un peu d'attention, moi. Mais Justine, il est 9h moins le quart. 9h moins le quart? Mais c'est l'heure du Ricard! En allant porter plainte, Justine croise un ex et lui propose d'aller boire un verre. Justine, un petit peu éméchée, lui fait des avances. Mais ce dernier, ayant été grondé par Léa Salamé et surtout déjà en couple, tente de rester droit et respectueux. Bois un vrai verre avec moi. Justine, non. Allez, Justine. s'il te plaît. Allez. Non. Et c'est à ce moment que l'empathie que j'ai pour Justine s'envole. Parmi les très nombreuses thématiques que le film souhaite aborder, on a les conséquences d'un traumatisme. Comment un événement va bouleverser la vie d'une petite ville et comment cela va affecter les personnages. Entre la paranoïa, la violence, les comportements déviants, les troubles, tous les personnages principaux vont être pris dans une spirale infernale, être animés par un vice. Et dans cette quête de reconstruction, ils vont s'autodétruire. Et donc, Justine, déjà l'alcool. Et c'est surtout pas bien d'entraîner les autres dans ta chute. Paul a l'air d'être un bon gars, et tu profites de sa faiblesse pour juste satisfaire un besoin. Donc déjà qu'il trompe sa meuf puis replonge dans l'alcool, c'est donc un gros con aussi. Mais le mec reste quand même cool avec toi alors que t'es en panique, et tu lui sors. Va chier, putain. Mais enfin Justine,
T'as piqué une crise? Julia Gardner est incroyable dans le rôle, mais je n'aime pas ce personnage et ce qu'il incarne. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu du mal à aimer ce film. Justine est antipathique, et malgré le traumatisme qu'elle a vécu, malgré le fait que tout est contre elle, je n'arrive pas à l'apprécier. Et j'ai besoin d'empathie pour les héros pour aimer pleinement un film. Justine, t'es meilleure que ça! Après oui bien sûr, tout ça résulte du fait que Justine est isolée, et qu'elle a besoin de support et de soutien. C'est sa solitude qui va l'entraîner vers le vice. Elle décide malgré tout de prendre les choses en main et d'aller fouiller la maison d'Alex. Elle ne trouve pas grand chose à part... Oh putain le petit con! Si tu réagis comme ça, t'es clairement pas prêt pour la suite. Justine se fait squealiser par le proviseur qui ne veut pas la croire. Ok, mais pourquoi ils auraient occulté les fenêtres? C'est bizarre de faire ça, vous trouvez pas ça louche, vous? Peut-être parce qu'il y a des curieux comme vous qui se croient tout permis et qui viennent épier par les fenêtres. Elle n'en démord pas, mais pendant la nuit, elle fait un cauchemar étrangement très accurate. Ça semble montrer que Alex est au centre de l'énigme. Justine doit ainsi tout faire pour... Ah putain le fils de... Bonjour à tous et bienvenue dans Des films et des pellicules. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Zach Cregger, la nouvelle figure du cinéma d'horreur moderne. À l'occasion de la sortie de notre film Weapons, une question me chatouille un peu les lèvres. Pourquoi êtes-vous un immense connard ? Justine s'empresse de surveiller Alex parce que c'est sûr qu'il cache quelque chose. Et pendant sa filature, elle s'endort et arrive la scène la plus terrifiante du film. Voilà, c'est ça l'horreur que j'aime. Pas dans la surprise, mais juste quelque chose de progressif, malaisant, qui joue sur l'ambiance, sur la lenteur, et qui joue tout sur le hors-champ, le son et l'incompréhension. Une dame s'approche de Justine et lui coupe un bout de ses cheveux. Pourquoi ? Qui est cette dame ? Et pourquoi elle marchait comme ça ? Et... Waouh, transition venant de nulle part. C'est quoi ce traquenard ? Weapons est, comme le film dont s'inspire Zach Cregger, Magnolia, un film choral. Un film où on suit le point de vue de tous les protagonistes pour créer ici un jeu de piste parfait pour que tous les nœuds de l'intrigue puissent se rassembler pour le spectateur. Sauf que... Ah non, stop, c'est super ludique et immersif comme parti pris, tu peux pas dire ça. Oui, tu as raison, mais tu vas voir que le film n'arrête pas de se mettre des bâtons dans les roues quand il prend ce type de choix. Et je sais que c'est pas facile quand on a un film high concept. Donc maintenant, on a le point de vue de Archer. Quoi ? Un des pères des enfants disparus qui rumine depuis sa disparition, et qui se laisse pourrir aux grandes dames de sa femme. On voit que c'est lui qui a tagué la voiture de Justine, et on l'observe en train de suivre la professeure. Ça, c'est un truc que j'ai toujours adoré dans les films, les points de vue miroirs. Voir une même scène avec deux points de vue différents, je trouve ça trop fun. Mais comme Justine, Archer fait un rêve ultra accurate. Il voit son fils partir au loin, et il le rattrape. Et là, il retourne sur sa maison et voit un fusil qui vole au-dessus, avec marqué 217 pour signifier le nombre de balles. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non, attends, je te jure, c'est hyper intéressant. Tu l'as dit tout à l'heure, mais le film aborde plein de sujets et de thématiques. Et je pense que métaphoriquement, il mentionne entre autres les school shootings aux US. Avec ce traumatisme qui a affecté cette communauté, on aborde les conséquences d'un drame de ce type, en voyant les parents qui cherchent à désigner un responsable, en l'occurrence ici, le corps enseignant. On peut même dresser un parallèle avec le travail de Michael Moore qui essayait de déterminer la cause de la tuerie de Columbine dans Bowling for Columbine. Et pour ce film, c'est pareil, cet événement va bouleverser la communauté et révéler sa noirceur. Et avec ce plan, je pense que le réalisateur y fait une référence directe. Ça peut même être un indice sur le background militaire du personnage de Archer. Il y a plein de théories possibles. Surtout que le plan est vraiment iconique et marquant, c'est un mystère en plus, mais qui sert le récit. Effectivement, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que le réal a à répondre à ça ? Généralement, on dit que dans un film, tout est parfaitement réfléchi, maîtrisé, rien laissé au hasard. Un réalisateur se doit avant tout de maîtriser son sujet pour proposer la meilleure histoire possible. Et là, avoir un réal qui assume ne pas avoir la réponse et laisser volontairement ce brouillard pour le spectateur, mais également une porte d'entrée à la réflexion, je trouve ça vraiment intéressant. C'est important parfois de savoir que tout n'est pas calculé, qu'on n'a pas toutes les cartes en main, qu'on peut juste laisser un truc parce qu'on trouve ça cool, qu'on improvise, ou qu'on le laisse au bon vouloir du spectateur. C'est trop bien, et je pense que ça devrait arriver plus souvent. Enfin, je dis ça, c'est parce que je suis optimiste et que je trouve ça cool. On pourrait croire que ce manque de réponse claire pourrait montrer que le réalisateur ne maîtrise pas du tout son film. Mais je pense quand même que Weapons est nettement plus maîtrisé que le final de Stranger Things. Bonjour messieurs, nous aurions quelques questions à vous poser concernant votre déclaration sur le final de Stranger Things. Arrêtez de poser des questions. On a dit n'importe quoi, laissez-nous tranquille. Bref, après encore un putain de jumpscare avec une vieille dame, super original, avec Archer qui réagit comme nous à cet instant. Putain de merde. Il a un éclair de génie et fait ce que les flics auraient dû faire depuis le départ. Leur putain de boulot. Non mais regardez, si je trace des lignes par rapport à la direction qu'ont pris les enfants, ça me permet de trouver une zone précise, un point culminant. Faut qu'on aille ici. Oh, c'est bien pensé ça. Oh la Mais en vache. fait, c'est ça qu'on aurait dû faire. Vous êtes trop fort. Ah ouais, non, vraiment, bravo. Alors, parce que nous, jamais on y aurait pensé. Oh là 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 là. Non. Bah on va pas fouiller.
Oula. Non, bah non, non, parce qu'en fait, nous, on est... Occupés. Très occupés. Oui, je reviendrai sur cette incohérence plus tard pour me concentrer sur la scène suivante, où Archer croise Justine. Il insulte sa daronne, elle se laisse faire, mais quelqu'un court au loin, comme les enfants la nuit de... Oh bordel, c'est le proviseur! Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est trop bien! C'est méga tendu, je sais pas ce qui se passe, mais c'est... On se fout de ma gueule? Et voici l'autre point qui m'a énervé dans ce film. Pourquoi ce changement de chapitre aussi brutal? Pourquoi tu casses l'intensité de ton action pour juste changer de point de vue? Mais ça gâche totalement l'immersion! On avait une scène dingue, et au moment où ça devient vraiment intéressant, au moment où l'action s'envole et le rythme explose, tu décides de tout arrêter pour passer à l'histoire de ce mec insipide qui a l'air de déprimer comme jamais. Mais ça, comme parti pris, c'est pas du tout ludique, c'est même ultra frustrant. Et je suis sûr que tu l'as fait exprès. Totalement. Et ainsi, on revient sur ce fameux flic qui a l'air de vivre sa meilleure vie. Il poursuit un junkie qui tentait de rentrer dans un bâtiment, mais l'arrestation se passe mal car en fouillant le mec, qui est d'ailleurs le meilleur personnage du film, se fait piquer par une aiguille. Ça fait mal, bon Dieu, ça fait mal. Encore une fois, on incarne à travers ce personnage les conséquences du drame. Tout le monde est sous tension, et personne n'a de repères. Dépassés par cette histoire, les flics sont à fleur de peau, et ces réactions, qui incarnent la violence, peut être montrée comme étant une des raisons de ce drame. Comme le junkie qui pourrait représenter à lui seul la crise des opioïdes et qui pourrait être une des explications de... Non mais oh, mais c'est qui le chroniqueur ici? C'est moi, c'est pas toi! Donc tu redescends! Pardon, monsieur Clapp. Paul est pris de panique quand il voit que la caméra de sa voiture était encore active. Et là, il redevient tout gentil et passe l'éponge. Je vous ai causé du tort, vous m'avez causé du tort, alors on n'a qu'à dire qu'on est quitte. Mais Paul, heureusement, est honnête, je t'ai mal jugé. Et il part avouer son erreur à son boss, / beau-père, qui décide d'enterrer l'affaire en attendant que les disques durs effacent les preuves. Et non, je ne ferai aucun sketch ni commentaire politique là-dessus. Petit joueur. C'est à ce moment qu'on reconnecte avec la scène où il revoit Justine et qui nous confirme subtilement qu'il a craqué. Il se fait choper par sa femme, qui est vraiment pas contente, et son beau-père lui lance un regard aussi noir que ma mère quand elle a su que j'avais volé des cartes Pokémon quand j'avais 9 ans. Oui, 9 ans. Au catéchisme en plus. Dieu n'était pas très content. Et en sortant du commissariat, il recroise le junkie et se lance à sa poursuite. Et là encore, changement de point de vue, putain, mais j'en peux plus! Arrêtez de faire monter la pression pour la supprimer juste après! C'est pire que mon ex! Alors on a vraiment pas envie de savoir ça? C'est d'ailleurs à partir d'ici que le film va se dévoiler entièrement, donc si vous voulez pas être spoilé, allez ici. C'est bon? On peut continuer? Et maintenant, on arrive à la partie sur le junkie. Et même si j'adore ce personnage, je trouve que c'est le chapitre le moins intéressant sur le fond. Mais il permet quand même de faire avancer l'intrigue plus rapidement. Donc, je te pardonne. Dans son malheur et dans sa perdition, James vole tout ce qu'il peut trouver pour avoir de l'argent. Et il va donc se faire choper par le flic et s'en sortir avec un peu de chance. Puis il va tomber, comme par hasard, sur la maison d'Alex. Et il va percer le mystère. Mais hasard de dingue! En allant dans la cave, il tombe sur les enfants. Justine avait raison! Alex est dans le coup! Mais pourquoi en fait? James prend son courage à deux mains, en prenant une bonne grosse taf, pour aller voir les flics. Mais bon, vu la compétence des flics dans ce film, je pense que ça n'aurait rien changé. Donc je suis tombé dans le jardin, par hasard, et j'ai trouvé les enfants dans la cave, dans la maison du petit Alex. Oh bah c'est là qu'on a dû chercher. En fait, c'était logique, hein, bien joué. Hein. Je vous avoir trouvé. Bravo, champion. Et on va pas aller chercher? Ah bah non, ça va pas bien, non, parce que nous on est Occupés. très occupés. Mais soudain, il croise le regard de Paul et se fait pourchasser. Pendant sa fuite, le mec fait une hallucination très accurate en voyant la même vieille que tout à l'heure qui lui fait coucou, mais pas le temps de réfléchir à ce qu'on a vu. James essaie de se défendre face au flic. Toute cette situation est absurde, mais le flic revient à la raison quand James lui dit où se trouvent les enfants. Les deux se dirigent vers la maison et après plusieurs heures d'attente, Paul en sort, ultra vénère en mode T-1000 pour attirer le junkie dans la maison. Et putain de bordel de merde! J'ai envie de t'étriper, Zach. Tu ne l'auras pas ta Snyderverse. C'est pas le bon Zach. Et maintenant, c'est parti pour un nouveau tour avec le point de vue de Marcus, le proviseur, avant qu'il devienne complètement taré. Ah, mais peut-être qu'on va avoir le fin mot de l'histoire avec lui. Il convoque les parents d'Alex pour avoir des informations. Et voilà qu'arrive le Joker. Voici Tom Gladys, qui est pas du tout suspecte avec sa façon d'être et sa façon de parler. Ne vous inquiétez pas, ils vont très bien. Ils doivent simplement rester chez eux. Je pense que c'est la méchante. Et waouh! Une vieille dame complètement cinglée comme méchante? Mais c'est super original! Gladys nous apprend que les parents d'Alex sont tombés malades et qu'ils ne peuvent pas venir. Donc le rendez-vous ne sert à rien. On retrouve Marcus plus tard avec son copain. Gay. Un peu cliché, quand Tout d'un coup. Tante Gladys débarque, épuisée et souffrante, et surtout, méga bizarre.
Bon, je vous avoue que je ne sais pas vraiment ce qu'elle fait, mais Gladys prépare quelque chose. Avec un gros bol, une sorte de rituel avec une branche, un objet et des cheveux. C'est méga bizarre. Les deux restent là sans rien faire alors qu'ils devraient appeler la police, mais bon, la police... Voilà. Sauf que là, en la craquant, Marcus est sous son contrôle et défonce son copain. Littéralement. Donc Gladys serait une sorcière? Ou alors elle fait du vaudou? Ou les deux? Peut-être pas. Bah si, sorcière. J'ai mis un plan juste ici. C'est pas de ma faute si vous êtes con. Et là, la deuxième scène terrifiante du film. Une scène incroyable où Marcus court comme les enfants, en direction de Justine et part l'attaquer. On revient enfin à la scène du chapitre 2 et on en voit enfin la finalité. Voilà l'autre horreur que j'aime, quand c'est méga nerveux, quand ça part dans tous les sens, quand on a l'impression que ça ne s'arrête jamais et qu'il n'y a aucune issue possible. Cette scène est folle, et Krieger se permet même de la finir en 1000 morceaux, littéralement. Et après cette dure épreuve, Archer et Justine deviennent potes. Oui, bon, d'accord, je vous ai peut-être insulté, menacé, humilié devant tout le monde. J'ai même rêvé de vous en train de vous torturer pour savoir où était mon fils, mais bon, sans rancune, hein. Petite bière. Il décide de continuer l'enquête, et Archer lui fait un état des lieux de ce qu'il a trouvé. Et comme par hasard, tout relie vers la maison d'Alex. Et bim, transition encore une fois, mais cette fois-ci, autour du point de vue d'Alex. C'est le seul chapitre où je vais pas râler parce que c'est le plus important. Et c'est parti pour suivre l'histoire du point de vue d'Alex, et ainsi connaître le fin mot de l'histoire. On constate que c'est un enfant tranquille qui malheureusement se fait harceler à l'école. Et ça, c'est un truc qui me fera toujours rire dans les films. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Et ça, c'est un truc qui me fera toujours tiquer plutôt. C'est que le cinéma parle énormément d'harcèlement à l'école. Depuis, je sais pas, la nuit des temps. Et qu'il y a rien qui est fait dans le vrai monde pour contrer ça. C'est à croire que le cinéma fait pipi dans un violon quand il essaie de faire passer un message. Comment ça, Terminator nous avait prévenu sur les dangers de l'IA? Le début des emmerdes commence avec l'arrivée de la tante d'Alex, Gladys donc, qui passe ses journées pendant quelques jours chez lui car elle serait malade. Un jour, Alex se retrouve seul à la sortie de l'école et doit se débrouiller pour rentrer. Et quand il revient chez lui, il découvre ses parents qui font la même tête que mes parents quand ils ont su qu'on a failli foutre le feu dans notre ancienne maison avec mon grand frère. Oui, je sais pas pourquoi je me sens d'humeur à avouer mes conneries aujourd'hui, désolé. Gladys fout le bordel et contrôle l'esprit des parents. Et on nous confirme que c'est bien elle qui est derrière la disparition des enfants. Pourquoi est-ce qu'elle est venue ici ? Pourquoi est-ce qu'elle entreprend tous ces rituels? Est-ce que c'est une sorcière qui veut juste guérir de sa maladie? Et le réalisateur nous donne la réponse. Mais j'en sais rien, je suis pas réalisateur, je vends des Krieger. Vous vendiez pas des piles à Berg avant? Mais non, c'est vous ça. Ah non, ça c'est un souci. Tante Gladys parvient super facilement quand même à brouiller les pistes. Et juste avant que ça commence à chauffer pour elle et son neveu, elle décide de partir. Mais c'est à ce moment-là que Justine et Archer passent à l'action. La séquence finale commence. C'est incroyable. J'ai râlé pendant toute la vidéo, mais ok, je m'excuse. Zach Greger, tu es trop fort. C'est la scène d'action horrifique parfaite pour conclure le film, avec 3 points de vue différents qui arrivent à se mélanger habilement et super efficacement grâce au montage. Gladys contrôle les parents Paul et James qui vont tous affronter Alex, Justine et Archer. C'est intense, hyper lisible, c'est le chaos total, il y a des moments de pure horreur, je ne veux plus jamais utiliser un éplucheur de ma vie, et vu que Zach est en totale maîtrise, ce petit con se permet même de mettre de l'humour. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? La scène est infernale et incroyable, et après de longues minutes, Alex parvient à réutiliser le rituel de Gladys pour arrêter ce bordel. Et là, les enfants se réveillent et la pourchassent. Et effectivement, c'est un peu drôle, mais aussi illogique. Gladys tente de s'enfuir, mais de là à l'avoir réussi à autant semer les enfants, c'est pas logique. Je sais pas, je la trouve beaucoup trop lente par rapport à eux. Même si je trouve que l'humour est bien dosé, je trouve que là, ici, en maître, c'est un peu too much. Et ça casse légèrement l'immersion. Mais j'avoue, je lui pardonne, car quand je vois ce plan de malade mental qui me fait penser à ce plan dans 28 semaines plus tard, je suis bouche bée. Jusqu'au bout, le film aura été créatif visuellement, et ça fait du bien. Les enfants massacrent Gladys, c'est satisfaisant de fou. Et le sortilège est rompu. Tout le monde retrouve ses esprits, malgré la mort brutale de James et Paul. Vraiment, Justine, il n'y avait pas d'autre solution? Et le film se termine, très brutalement, sur la voix de la petite fille qui dit que certains enfants ont retrouvé la parole, que ça va mieux, et c'est tout. Putain, mais même ça, il ne veut pas nous l'accorder. On peut pas savoir ce qui se passe après? Personne n'est condamné? Qu'est-ce qu'ils font les flics? Ils font rien? Oula Voilà, non. Parce qu'en fait, on est... Occupé. Très occupé. Ok, j'avoue que ce nouveau visionnage de Weapons était meilleur. Je lui loue toujours les mêmes qualités, mais je lui reproche toujours les mêmes défauts. Avant toute chose, je peux vous dire que Weapons n'est pas du tout un mauvais film. Au contraire, il est super sur plein d'aspects. Mais ce sont les choix qu'il entreprend qui, moi, me conviennent pas. Ça ne remet pas du tout en cause sa qualité,
Et je comprends totalement pourquoi les gens aiment ce film. Weapons, pour expliquer, c'est un petit peu comme un conte des frères Grimm qui rencontre Stephen King et Paul Thomas Anderson. Zach Cregger sait ce qu'il fait et il sait comment utiliser ses références. Vous l'avez vu, le film est superbement bien réalisé. C'est créatif, varié, la lumière est sublime, et même si je suis pas fan de cette caméra mobile quasi en permanence, ça a un sens et c'est maîtrisé. Surtout ces plans séquences dans le magasin qui font mouche. Le film est flippant quand il faut, il est drôle quand il faut, on est embarqué dans ce mystère de manière très fluide, avec des dialogues efficaces qui ne ralentissent pas le récit. Je n'aime pas tous les personnages, mais les acteurs sont géniaux, et je pense que le casting n'aurait pas eu la même saveur avec la première sélection, car au départ c'est Pedro Pascal et Renate Reinsve qui étaient pressentis, même si j'avoue que j'aurais été très curieux de voir Renate dans le film. La musique est cool et bien choisie, bref, objectivement, c'est maîtrisé. Mais comme vous avez pu le constater, je fais un petit peu mon Durandal aujourd'hui. Je trouve qu'il y a trop de choses dans ce film. Le film aborde beaucoup d'éléments et est lourd de sens sur les thématiques qu'il veut traiter. Mais c'est pas parce qu'un film aborde des thématiques intéressantes que ça en fait forcément un bon film. Il faut bien les mettre en scène, bien les illustrer, à travers l'image et l'écriture. Et je trouve qu'ici, c'est plus frustrant qu'autre chose. Car soit le réal est volontairement nébuleux dans ses partis pris, soit il ne va pas du tout au bout de ses idées. Et c'est pas parce que c'est volontaire que c'est forcément bien. C'est une question d'équilibre. Je pense que le problème de Weapons, c'est qu'il est biaisé par son concept et sa structure. La promesse est tellement folle et originale qu'on est forcément déçu de sa résolution, car elle ne sera jamais à la hauteur de celle-ci. C'est vraiment compliqué de faire un film high concept sans se perdre dans son traitement. Les seuls bons exemples que j'ai, c'est Cohérence et Beyond the Infinite 2 Minutes, qui est dingo. Et ici, accouplé à cette grosse promesse, on nous bassine avec un film choral, qui devait au départ permettre de rassembler les pièces du puzzle plus facilement. Pour moi, ça alourdit le rythme, et ça frustre le spectateur car le changement de point de vue est méga brutal, et ça casse l'impact des séquences qui précèdent le changement. Ce procédé peut être utile parfois, pour alléger la tension, mais là, c'est plus agaçant. Récemment, on a eu House of Dynamite qui reprend un peu cette idée, sauf qu'il n'y a pas 6 points de vue, mais 3, qui reprennent les 20 mêmes minutes, mais sous un autre angle. C'est pas parfait, mais pendant les 3 points de vue, on est sous haute tension en permanence. Ici, c'est comme des vagues. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, et les écarts sont beaucoup trop gros. On sent aussi que Zach Cregger veut rendre son concept ultra cohérent. Il explique ce qui doit être expliqué pour que son histoire soit vraisemblable. Mais je suis pas du style à chercher les incohérences dans les films, car en vrai je m'en fous, ça m'empêche pas de les apprécier. Mais quand tout ton film repose sur un high concept, et que tu cherches absolument à le rendre cohérent et vraisemblable, il faut que tu laisses rien passer, qu'à aucun moment le spectateur puisse réaliser que le concept n'est pas respecté. Je veux bien accepter le fait que les flics n'aient rien trouvé dans la maison, mais le simple fait qu'ils n'aient pas pensé à faire ce que Arthur a fait, en centralisant toute la destination des enfants, alors qu'il certifie qu'ils aient pensé à tout, ça ne passe pas. Vous pouvez l'expliquer avec toutes les raisons du monde, sauf que là, c'est une grosse incohérence qui casse le concept. Ce n'est pas une décision débile d'un personnage ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui vient à l'encontre du concept global. Ça ne marche pas. Et tant Gladys, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi elle a fait ça? On ne sait pas d'où elle vient, comment elle a su faire ça, pourquoi elle a fait ça, et pourquoi elle a visé ses enfants. Il y a plein de théories comme quoi ce serait une sorcière qui utiliserait les enfants comme force vitale pour ralentir sa maladie, et donc lui redonner de la force. Mais aussi, est-ce qu'elle n'utilise pas les enfants de la classe pour protéger Alex du harcèlement? Est-ce qu'elle fait ça aussi pour le fun et le chaos? Je ne sais pas, et ça me saoule. Justement, pourquoi ça te saoule? C'est pas kiffant de pas savoir? Zach Cregger veut rendre le spectateur actif, c'est lui qui se fait sa propre interprétation de toute cette histoire. Il va laisser le spectateur créer sa propre vision du film, en donnant plein de petits indices un peu partout. Notamment à la fin, où on voit un triangle qui semble être important, et qui peut signifier beaucoup de choses. Certains parlent de la Trinité avec la sorcellerie, d'autres évoquent l'idée que ça pourrait faire référence aux alcooliques anonymes, ou que ça pourrait bien être la forme des munitions des armes, et donc la forme que prennent les enfants quand ils courent. En fait, ça te saoule parce que t'as peur de pas comprendre le sens du film. Sauf que Cregger veut nous laisser les clés. C'est un film de petits malins, mais dans le bon sens du terme, et c'est important que parfois, on se laisse embarquer par un film pour se faire sa propre interprétation. C'est pas grave de pas tout comprendre, parfois faut juste accepter de se prendre au jeu. Alors ok, je veux bien te croire, mais ça revient à ce que je disais précédemment. Le concept est tellement fort, la promesse est tellement grande, qu'on peut pas laisser le spectateur être autant dans le brouillard. J'aurais aimé quand même que parfois ce soit un petit peu plus limpide. Mais je peux admettre que t'as raison. Mes attentes étaient démesurées pour ce film. L'esthétique, la surprise, la curiosité, tout m'a tiré vers ce film. Donc c'est sûr qu'à la fin j'allais être déçu. Mais je dois admettre à Zach qu'il a réussi à me marquer. Weapons m'a frustré, mais il me reste en tête. J'en parle souvent. J'ai encore en mémoire pas mal de ses plans, pas mal de ses séquences. Il a su m'interroger, me terrifier, me rendre actif, et il propose un vrai moment de cinéma. Je suis pas fan de tous ses choix, mais ça fait du bien de voir un jeune réalisateur assumer sa vision dès le deuxième film, malgré la pression qui pesait sur ses épaules. I think it's better to let people have their own interpretations of these things. It makes it a more personal experience as a viewer, I think, if like you have to kind of plug some gaps. Yep. And like your version of the movie is going to be different than your wife's version of the movie. And I think that's fun.
Weapons, c'est un film qui fait du bien au cinéma. Un film qui s'assume, qui fait parler, qui nous interroge. Il peut laisser du monde sur le côté comme moi, mais au final, après cette vidéo, je le revalorise plus. Et je réalise que c'est important de laisser une chance à ces films qu'on n'a pas forcément aimés au premier visionnage. Car en ayant connaissance du concept et de la finalité, il me permet de mieux entrer dans son histoire, de mieux saisir ses intentions, et d'être embarqué à 100% avec lui. Et c'est avec cette mentalité qu'on peut revaloriser d'autres films, notamment Hook, qui a été ultra critiqué à sa sortie, mais qui aujourd'hui est devenu culte. J'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Merci à tous, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, mais surtout à vous abonner, c'est super important pour le soutien. Pour être honnête, j'avoue que j'aimerais bien avoir les 100 000 abonnés cette année, ça va être très compliqué, mais si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important et c'est le plus facile. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas d'aimer les films que vous aimez. Ciao!